Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait le point sur un sujet absolument passionnant, la production d'électricité et ses enjeux pour l'environnement. On va décortiquer ensemble le fonctionnement des centrales électriques pour comprendre leur véritable impact sur notre planète. C'est un sujet essentiel, vous allez voir. Pour y voir plus clair, on va se poser 3 questions. D'abord, qu'est-ce que quasiment toutes les centrales ont en commun? Ensuite, pour chaque grande filière, quels sont les avantages et les inconvénients? Et enfin, au bout du compte, quelle centrale semble présenter le meilleur bilan si on prend en compte à la fois l'économie et l'écologie? Allez, on commence par le cœur du réacteur, si j'ose dire. Il existe en fait une sorte de machine universelle, un composant qu'on retrouve presque partout. Une fois qu'on a compris comment il fonctionne, eh bien, ça simplifie tout le reste. Et la voilà, cette fameuse machine, c'est l'alternateur. Regardez bien, il y a 2 parties principales. Au centre, on a le rotor, c'est un aimant qui bouge, qui tourne. Et autour, on a la partie fixe, le stator, qui est en fait une grosse bobine de fil de cuivre. C'est l'interaction entre ces deux-là qui va tout déclencher. Le principe, en fait, est d'une simplicité géniale, c'est de la pure physique. En gros, on fait tourner l'aimant, donc le rotor, à l'intérieur de la bobine de cuivre, le stator. Et ce simple mouvement de l'aimant devant la bobine, eh bien ça crée un courant électrique. C'est vraiment la base de tout. Donc l'alternateur, son rôle, c'est d'être un convertisseur d'énergie. Il prend l'énergie du mouvement, ce qu'on appelle l'énergie cinétique, et il la transforme en énergie électrique. Mais bon, rien n'est parfait, comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ici, une petite partie de l'énergie est inévitablement perdue sous forme de chaleur à cause des frottements. Ok, donc la clé, c'est de faire tourner une turbine qui elle-même fait tourner l'alternateur. La vraie question maintenant, c'est comment on fait tourner cette turbine? Quelles sont les différentes sources d'énergie qu'on peut utiliser pour ça? Alors, première catégorie, les renouvelables. Avec l'éolienne, c'est le vent qui fait le travail. C'est propre bien sûr, mais ça dépend de la météo. Pas de vent, pas d'électricité. Pour l'hydraulique, on utilise la force de l'eau. L'avantage, c'est que c'est stockable, mais ça demande relief particulier, des montagnes pour construire des barrages. Et puis, il y a une autre grande famille de centrales, celles qui n'utilisent pas directement une force mécanique comme le vent ou l'eau, mais qui utilisent de la chaleur. Le principe est toujours le même, on chauffe de l'eau, ça crée de la vapeur sous pression, et cette vapeur fait tourner la turbine. C'est comme ça que fonctionnent les centrales nucléaires et les centrales thermiques classiques. Si on les compare, on voit tout de suite le dilemme. Le nucléaire a un avantage immense. Il ne produit pas de CO2. Par contre, il génère des déchets radioactifs. La centrale thermique, elle, est très fiable. Elle produit en continu. Mais son gros défaut, c'est qu'elle rejette des quantités massives de CO2. Justement, ce CO2, pour bien comparer toutes ces énergies, il ne suffit pas de regarder ce qui sort de la cheminée. Il faut voir l'image dans son ensemble. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle l'empreinte carbone totale. L'idée, c'est de tout calculer. Pas seulement les émissions quand la centrale fonctionne, mais aussi celles de sa construction, de l'extraction du combustible, de son transport et même de son futur démantèlement. Vraiment tout le cycle de vie. Et quand on fait ce calcul, attention, les chiffres sont sans appel. Regardez ce graphique. Pour produire 1 seul kilowattheure d'électricité, une centrale à charbon émet 820 grammes de CO2. C'est énorme. Le gaz, c'est déjà beaucoup moins, mais ça reste très élevé. Et puis regardez à droite, l'éolien, l'hydraulique et le nucléaire qui est à seulement 4 grammes. L'écart n'est pas juste grand, il est absolument colossal. C'est précisément à cause de cet écart gigantesque qu'on a créé des catégories. D'un côté, il y a les combustibles fossiles, qui sont de très gros émetteurs, et de l'autre, on trouve le nucléaire, l'éolien, l'hydraulique, bref, ce qu'on appelle les énergies bas carbone. D'accord. Mais alors, concrètement, comment est-ce que ces chiffres se traduisent dans les choix que font les pays? La première chose à comprendre, c'est qu'il n'existe pas de solution miracle, pas de centrale parfaite. Chaque technologie a ses forces et ses faiblesses. Choisir sa source d'énergie, c'est toujours une affaire de compromis entre des besoins économiques, des contraintes géographiques et, bien sûr, des objectifs écologiques. Et si on veut un exemple très concret de ce genre de compromis, il suffit de regarder la France. Ce graphique montre que le pays a fait un choix très clair. Miser massivement sur le nucléaire, qui représente ici presque 78% de sa production électrique. C'est un choix stratégique qui a été fait pour garantir une électricité avec une très faible empreinte carbone. Alors voilà, pour résumer, un dernier aperçu de ces fameux arbitrages. On voit bien que notre avenir énergétique, il va dépendre de l'équilibre qu'on arrivera à trouver entre toutes ces technologies. Et ça nous laisse avec la question finale, la plus importante peut-être. Pour l'énergie de demain, quel compromis allons-nous choisir, tous ensemble, pour l'avenir de notre planète ?